Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question d'art, avec une exposition qui vous emmènera au château de Courcelles de Montigny-les-Metz, où les toiles hautes en couleurs de Claude-Henri Schmitt se répondent. Exposition toujours et encore avec une plongée dans le monde d'ombre et de lumière de l'immense sculptrice qu'était Louise Nevelson, auquel le Centre Pompidou-Metz consacre une exposition inédite. Tout cela sans oublier quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, prenons un grand bain de musique avec Philippe Gilquin, disquaire passionné et passionnant qui se livre dans En 1000 morceaux. Retrouvons-le de ce pas aux côtés de Pierre Roder qui traduit son histoire en mots. Bienvenue. Pierre Roder, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Nous sommes dans un lieu emblématique de la ville de Metz. Les amoureux de musique le connaissent très bien, ce lieu, puisqu'il s'agit de la boutique Discover, qui se trouve 36 en Fourny-Rue. Philippe, tu en es l'heureux propriétaire depuis maintenant plus de 30 ans. 35 ans bientôt. 35 ans, voilà. Cette boutique, tu nous en parles, entre autres. Dans cet ouvrage, En 1000 morceaux, tu as confié la plume à Pierre, ancien journaliste et biographe, pour te raconter. Et te raconter de manière singulière, puisque tu le fais aussi en musique, puisqu'à chaque chapitre, son QR code, te raconter en musique. Pour toi, ça s'est imposé. Pas me raconter qu'en musique, mais évidemment, c'est le fil de ma vie. C'est ma première maîtresse, presque, Ouais. Voilà, ma compagne préférée. Mais voilà, il y avait autre chose, au-delà de ça, j'ai eu un parcours un peu cabossé, et il m'est arrivé quelques petites choses, et donc je voulais raconter tout ça. Je connais très bien mes clients de manière intime, assez souvent. Les rencontres de ma vie, je les ai toutes faites en magasin. Oui. Tes amours notamment. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, ça c'est le... Ça aurait pu être le sous-titre. Ça aurait pu s'appeler comme ça. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, les gens, je les connais comme ça, je les connais bien, et inversement, ils ne me connaissent pas toujours, voire très peu. Mais même ceux qui me connaissent très très bien ont découvert « Ah bon, il t'est arrivé ça, ah bon, ça c'était difficile, ah cette chose-là ». Par contre, je pense que personne ne doute de mon amour pour la musique. C'est un amour infini. Avec 10 000, tu me le disais là en aparté. 10 ou 15 000 10, en magasin. 15 000 disques ici, mais sachant que tu en comptes à ton actif 150 000, pas loin de 150 000, Ouais. c'est ça. Donc on peut dire effectivement que tu es un grand passionné. Pierre, quand Philippe te contacte pour écrire cette biographie, tu dis de lui qu'il cultive une passion déraisonnable pour la musique, qu'il aime tant les vinyles qu'il les recueille comme un animal blessé. Qu'est-ce que tu as ressenti à faire connaissance avec cette personnalité et avec un monde aussi? Oui, alors ce que je lui ai dit tout de suite, c'est que je ne pouvais pas écrire moi sur la musique. Parce que je sais pas, je connais pas assez la musique pour l'écrire. Mais par contre, c'est vrai que j'ai été happé par sa passion, quoi. Enfin, et puis c'est vrai que son histoire, elle est, il a dit qu'elle était cabossée, c'est vrai qu'elle était cabossée. Et c'est vrai qu'il a surmonté, bon après, je ne vais pas dévoiler, mais il a surmonté la maladie. Et c'était quand même le seul gars que je connais qui a eu Michael Jackson comme plaignant. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'effectivement, parmi les anecdotes que tu nous contes dans ce livre, c'est qu'à l'époque où Discover se trouvait rue Sainte-Marie, bon, il y avait pas mal de trafic de disques pirates, d'enregistrements pirates de concerts, Oui. et on peut dire que ça t'a pas vraiment porté chance. Non, ils ont voulu faire un exemple, c'est tombé sur moi, il y en avait plein partout, il y en avait même à la Fnac. Il y en avait dans les supermarchés. Et tu te retrouves avec la douane qui toque un jour à ta porte. Ouais, la douane et autres. Et voilà, et des personnalités comme Michael Jackson et d'autres qui finalement font un procès. Pendant 10 ans, j'ai passé de très mauvaises nuits. Oui. Moi, je sortais de chez moi, je levais la tête, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a un truc qui va me tomber sur la gueule. Et quand ça sonnait chez moi, je crois que c'était les huissiers. Donc, il y a ma mère un jour qui a voulu venir, je ne l'ai pas laissé rentrer. Toi Pierre, justement, parmi les anecdotes, il y a celle-ci qui t'a touché. Il y en a d'autres encore, peut-être les plus insolites. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement dans la personnalité de Philippe? Ouais, écoute, bien sûr, il y a le passage sur la maladie aussi, Bien sûr, quand même, oui. qui je crois est très
symptomatique de ce qu'il est fondamentalement, quoi. Parce que tu as été touché par une leucémie. La musique m'a sauvé la vie. Hein. Ouais, c'est vraiment comme ça Ah que tu oui, le... ah oui, moi je le vois comme ça. Oui. Ouais. C'est pas du sang qui coule dans mes veines, c'est du rock'n'roll. Là. Et quand je le dis, je suis ému. Oui, ça se sent. Ah oui, oui. Ah, oui. Alors quand on lit le livre, on découvre tes premières amours musicales, avec par exemple Magma. Est-ce que tu as en souvenir l'émotion que ça t'a procuré au moment où tu as écouté la première musique? Qu'est-ce qui se passe pour toi à l'intérieur justement quand tu écoutes de la musique? Mais moi ça m'arrive tous les jours, je pleure. Je pleure. Je pleure, je vais vous dire, comme si on m'annonçait la mort de ma fille. Ça paraît choquant, mais il y a par moments, ça m'arrive tout le temps dans la journée, personne n'a vu ça. Ça c'est totalement inédit, personne n'a pu assister à ça. Je suis en transe et je chiale comme c'est pas possible. Ce qui me provoque plus particulièrement ça, c'est quand il y a un solo de guitare. Par exemple. Je sais qu'il arrive, je connais le morceau, je commence à avoir les poils qui se dressent, ça ma fille elle connaît très bien. Je lui dis, regarde, rien que d'évoquer un titre, rien que d'évoquer un morceau, rien que d'évoquer un groupe, j'ai déjà les poils qui montent. Et puis après, schlac, je pleure. Mais alors c'est que du bonheur, ça me traverse. Alors ce qui est très très rassurant, c'est que tout ce qu'on a aimé, tout ce qui s'est vendu, tout ce qui a marché, ça finit toujours par ressortir, par ressurgir, et de manière assez incroyable. Tears for Fears, on vend à mort. Simple Minds, on vend à mort. Supertramp, Dire Straits. De 7 à 77 ans, en fait, les bons trucs, ça se transmet de père en... Voilà, de père en fille, c'est éternel. Et on observe, les meilleures ventes, c'est tout ça. Je pensais que voilà, Discover était un peu à part. Que nenni, le monde entier, on vend tous les mêmes choses. Steely Dan, ça se vend hyper bien. Bob Seger, Status Quo, des trucs, voilà, je les vends mieux presque maintenant qu'avant. C'est complètement fou. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est plutôt rassurant en même temps. C'est très rassurant. Et le magasin, c'est aussi le magasin où je me rassure. C'est le magasin de la nostalgie. Et puis, je me rassure, c'est des trucs que je connais. Ça. C'est pour ça que les gens se sentent à l'aise. Vraiment, tous les domaines m'intéressent. Ça va du hip-hop à l'électro. Tout m'intéresse. Mon seul talon d'Achille, c'est la musique classique. Tout le reste, il faut à tout prix que je sache ce que c'est. Quand c'est sorti, de qui, de quel album. Il faut que je sache tout. C'est incroyable ça. Est-ce que ça vient du fait que tu voulais être commissaire-priseur quand tu étais petit? Le côté commissaire-priseur, ça c'est le côté recherche de pépites, recherche de rareté, de trésors. Ça c'est mon quotidien. Et puis tu es un collectionneur quand même, fondamentalement. Oui, je dis toujours, hein, je suis d'abord mélomane, d'abord mélomane, après collectionneur et après commerçant. Les disques pour toi ce sont des trophées, des reliques. Oui. Tu en prends hyper soin. Et ce qu'on découvre dans le livre, c'est que tu as inventé une technique pour pouvoir nettoyer les disques, pour rénover les disques. Et les rénover. Oui. Alors comment tu t'y prends? Et donc je mets un produit sur le disque que je répands avec les doigts. J'attends que ça sèche, je le retourne, je fais la même chose de l'autre côté. Et après, avec du scotch, ça me permet de saisir le produit. Et voilà, je désincruste toutes les poussières qu'il peut y avoir dans le sillon. Et donc on passe d'un état vraiment très mauvais à un état quasi neuf. Et après on le vérifie, on le remet sur la platine pour voir comment il passe, et on met un commentaire d'état sur chaque disque. Comme ça les gens ils savent ce qu'ils achètent. C'est comme c'est marqué dessus. Alors c'est passionnant à écouter, comme ça on se dit à quel point c'est merveilleux d'avoir toutes ces connaissances et de se passionner à chaque fois pour le disque, l'artiste, qui a composé, qui a fait quoi, etc. Mais en même temps ça te joue des tours, notamment aussi dans tes histoires d'amour, parce qu'à un moment ça prend de la place en fait les disques et la musique. Et ça envahit un peu tout et ça laisse pas forcément de place à l'autre. Ça c'est extrêmement touchant aussi finalement dans ton premier histoire. amour, t'as quand même quitté pour le comptable des Stones. Oui, premier amour qui se barre avec le comptable des Stones, c'est quand même... c'est sûr, sûr, digérer, ça. C'est sûr. Ah ouais, moi il faut me prendre avec, c'est en kit. Hein. C'est Philippe avec ses disques, sa passion et tout ça. Et oui, ça joue des tours. Pour terminer, peut-être si je devais te demander, quel serait ton disque le plus réconfortant? Un disque que je trouve immense, là, qui me vient directement à l'esprit, où chaque fois que je le réécoute, je me dis, mon Dieu, il n'y a rien à acheter, c'est époustouflant, c'est moderne, c'est intemporel, c'est le OK Computer de Radiohead. Je ne vais pas être original, mais en attendant, moi j'ai quelque part toujours été original.
Parce que j'étais à l'origine, voilà, moi quand je l'ai vendu et quand j'ai vendu ses mérites, c'était en 97, tout le monde ne connaissait pas. Donc il y a énormément de choses. J'ai promu Rage Against the Machine à ses débuts, Portiched, Massive Attack, Jeff Buckley. Jeff Buckley, je l'ai connu, c'est un journaliste qui me l'a fait écouter, c'était pas encore sorti. Radiohead, pareil, j'ai connu Creep par des journalistes, c'était pas encore sorti. Et X trucs. C'est un découvreur de talent aussi et un passeur. Quoi, ouais, je suis un passeur. Et les gens viennent ici pour ça finalement. Ouais. Bah, avant, tout à fait. Avant toute chose. Le disque sacré, s'il n'en reste qu'un. Moi, dans ma collection personnelle, j'ai des trucs de fou. Gainsbourg dédicacé. Et j'ai fait dédicacer Jane Birkin à côté. D'accord. Ça, celui-là, voilà. Bah, ça, c'est les derniers que je garde, ça c'est sûr. Ouais. C'est les choses dédicacées que j'ai rencontré les artistes, j'en ai plein. Ah bah oui, j'ai du Lavilliers, Higelin, Yves Simon, beaucoup de chansons françaises. Hein. Mais après, j'ai du Iron Maiden, Metallica, mais j'ai des trucs cinglés. Quoi, Peut-être pour terminer, en 1000 morceaux, c'est un livre. Si c'était un album, ça serait lequel? Dark Side of the Moon. Ouais. En plus, il y a un morceau qui s'appelle Eclipse, donc il y a une éclipse dans ma vie. Monnaie, il y a un morceau qui s'appelle Monnaie. Oui, ah oui, donc alors on a tout, on a la douane. On a tout. On a la douane. On a tout. Dark Side of... C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Spontanément. Ouais. Ben voilà, vous avez le Dark Side of the Moon en bouquin, en 1000 morceaux, donc c'est écrit par Pierre Roder. On peut le trouver ici, forcément. Oui. Et puis un peu partout, sur le site de Discover aussi. À savoir que c'est vendu 10 € et que tout est reversé pour la recherche du cancer. Exactement. Ben merci infiniment à tous les deux de me l'avoir présenté. Merci à toi. Merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre à l'Adagio de Thionville pour y prendre un grand bain de poésie avec la violoncelliste Pauline Buet et le pianiste David Violi, directeur artistique et cofondateur du collectif d'artistes I Giardini. Deux artistes qui cultivent une musique romantique et qui, avec leur dernier album, paru chez Alpha Classique, nous plongent dans le bleu sous toutes ses nuances. Bleu de la Villa Majorelle, où ils ont enregistré leur album à Marrakech. Bleu à l'âme, note bleue, ils nous font voyager dans une totale liberté de Chopin à Poulenc, en passant par Barbara. Ne reste plus qu'à ouvrir grand les yeux et les oreilles. I Giardini, un collectif généreux pour qui la scène reste le lieu de toutes les complicités, ce que vous allez pouvoir constater vendredi 20 mars à l'Adagio de Thionville avec ce concert bleu. Et notez pour l'anecdote que l'ensemble a été nommé aux Victoires de la musique classique en 2021, raison de plus pour réserver vos places. Et puisque nous sommes à l'Adagio, restons-y pour nous intéresser à une artiste qui a remporté la victoire soliste instrumentale lors des Victoires de la musique classique 2025. Je veux parler de la gambiste de renom Lucille Boulanger, qui interprétera avec l'élégance qu'on lui connaît les titres de son album La Messagère, dans lequel elle traverse les époques, du classique au contemporain, en passant par le baroque. Lucille Boulanger vous donne rendez-vous sur la scène de l'Adagio le vendredi 27 mars à 20h. Ne manquez surtout pas cette chance de rencontrer cette virtuose. Et après un grand bain de musique, c'est un grand bain de couleurs que je vous propose de prendre en poussant les portes du château de Courcelles de Montigny-lès-Metz qui accueille en ce moment l'exposition Le Passe-Frontière de Claude-Henri Schmitt, un voyage entre figuration et abstraction. La couleur,
Voilà bel et bien ce qui a animé Claude-Henri Schmitt tout au long de sa vie. Né à Argarten aux Mines, en Moselle, il aura fallu une rencontre décisive pour que ce parfait autodidacte, que rien ne destinait à une carrière de peintre, se jette à corps perdu sur la toile. Ce qui lui a vraiment ouvert les portes d'un autre univers, c'est d'avoir eu la chance de pouvoir aller en 6e, ce qui n'était pas commun à l'époque, et il a fait toute sa scolarité au lycée Faber. Et c'est là qu'il a découvert les grands maîtres dans la bibliothèque de son lycée. Il dessinait déjà depuis qu'il était petit. Son maître d'école, quand il était à l'école primaire, avait noté dans son bulletin « Bon élève, excellent dessinateur ». Pied au chevalet, Claude-Henri Schmitt n'aura cesse de se renouveler. À ses débuts, les paysages de sa Lorraine natale et les scènes de la vie quotidienne s'imposent dans un style figuratif. Il était très attaché aussi à dessiner les objets du quotidien. Par exemple, la cuisinière de sa mère. Il en a fait des dessins, des aquarelles. Il y a plusieurs toiles également qui représentent cette cuisinière, qu'il nommait affectueusement le château de ma mère. Ça représentait pour lui la chaleur du foyer. Car l'enfance est heureuse. Aussi les couleurs explosent, comme dans ce village vosgien de Maziro, pris sous les feux d'artifice, ou dans ces paysages scandinaves qu'il découvre en autostop et qui lui offriront de rencontrer sa femme. Et si de retour en France, la pratique du dessin ne le quitte jamais, pour toujours garder la main, les explorations picturales se poursuivent de plus belle, avec un même thème en ligne de mire. Le thème de la frontière, c'est un thème qu'on peut prendre au sens propre, puisque mon père était vraiment un enfant de la frontière, quelqu'un qui a grandi entre la culture germanique et la culture latine, quelqu'un dont la langue maternelle était non pas le français, mais le francique mosellan, un dialecte allemand. Mais on peut aussi le prendre dans un sens beaucoup plus large. Par exemple, ici, avec les maîtres qui l'ont inspiré, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à prendre ce qui l'intéressait, à franchir les frontières dans tous les sens. C'est ainsi qu'il réinterprète Bacon, Braque ou Matisse avant d'épouser la voie de l'abstraction dans les années 90, via notamment la technique du monotype. À chaque toile, son nom, tiré le plus souvent de la mythologie, tandis qu'un peu plus loin surgissent des aquarelles de portraits issus d'esquisses réalisées en pleine guerre d'Algérie. Il a fait un carnet de croquis qu'il a laissé dormir pendant des dizaines d'années. Il a mis 40 ans à les reprendre. Une façon peut-être pour lui de surmonter ce choc émotionnel. L'émotion et la couleur qui toute sa vie auront guidé ce peintre de la lenteur qui aimait se voir tel l'escargot, avançant à tâtons pour mieux chercher sa voie. L'exposition Le Passe-Frontière de Claude-Henri Schmitt est à découvrir jusqu'au 29 mars au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Cerise sur le gâteau, des parcours littéraires et musicaux sont programmés dans ce cadre. Le duo Words and Sounds va en effet faire dialoguer texte, saxo et clarinette basse avec les œuvres de Claude-Henri Schmitt. Des balades immersives et sensorielles qui auront encore lieu les dimanches 1er et 22 mars à 15h. Et tournons maintenant une page cinématographique puisque les réalisateurs et réalisatrices mosellanes ont du talent. Preuve en est avec Anya Goer que je vous ai déjà présentée dans la BAM et qui participe cette année encore au Nikon Film Festival. Objectif, réaliser un film de 2 minutes sur le thème La beauté. Et comme à chaque fois, la jeune réalisatrice sarregueminoise a beaucoup d'humour, la réalisation est hyper stylée et pop à souhait. Bref, on se régale, regardez. Ça va aller. Ça va aller. Et maintenant, nous accueillons Bobby sur scène. Bobby! Je suis Bobby. Ne me cherchez plus, car je suis Mister Splendeur.
Alors, que va-t-il se passer? Bobby va-t-il remporter le premier prix? Eh bien, pour le savoir, allez faire un tour sur le site du Nikon Film Festival. Vous allez être surpris et surtout votez pour Ugly Bobby, le film d'Anya Gower, afin qu'elle figure dans la sélection officielle. Vous avez jusqu'au 26 mars pour lui apporter tout votre soutien. Et poussons à présent les portes du centre Pompidou-Metz qui accueille en ce moment l'exposition Louise Nevelson, Mrs. N's Palace. Sculptrice majeure du XXe siècle, Louise Nevelson a véritablement transcendé la sculpture pour nous faire vivre des expériences totales immersives. Elle envisageait d'ailleurs les expositions comme des environnements. Elle est à ce titre précurseur des installations. Influencée par les arts, la danse, le Mexique et New York, sa ville d'adoption, elle nous plonge dans son univers monumental de l'ombre et de la lumière. L'idée de l'exposition, c'était de faire découvrir cette grande sculptrice qui n'a pas eu d'exposition en France depuis 1974 et qui n'a pas encore eu non plus de rétrospective en Europe. C'est de faire vivre en fait aux regardeurs cette expérience que Louise Nevelson voulait transmettre. Elle disait que finalement elle essayait de projeter son propre monde et pour que ensuite les visiteurs puissent aussi projeter leur propre monde. Et donc chacune des boîtes recèle des secrets dont on n'a pas encore percé les mystères, mais pour lesquels en fait chacun et chacune est vraiment invité à laisser s'épanouir sa propre imagination. Nevelson va dire que c'était la grand-mère de l'environnement, donc installation là par exemple qu'on est en train de traverser. Elle va aussi dire que c'était une architecte de l'ombre et de la lumière et des reflets. Et en fait, ça va être extrêmement important pour elle. Elle va dire que finalement, l'ombre va être plus solide, plus consistante que la matière elle-même et que ça va lui permettre en fait de trouver ce que Colette Roberts, sa galeriste des années 50, va appeler l'ailleurs de Nevelson. Et cette idée de refléter à l'infini, elle va l'expérimenter dans toutes sortes de matériaux. Par exemple, dans ses gravures en plomb, qui sont des œuvres assez méconnues de l'artiste. Et puis dans les années 60, elle va intégrer les miroirs dans son œuvre, qui vont refléter le regardeur, mais aussi l'espace ambiant, pour démultiplier justement l'espace qui nous entoure et les reflets à l'échelle de ces boîtes. Louise Nevelson, elle va arriver à New York à l'âge de 20 ans. C'est une ville qu'elle va choisir parce qu'elle l'a fascinée pour sa monumentalité, pour son dynamisme, son énergie. C'est vraiment au départ les buildings de New York, cette skyline qui en fait sa réputation, qu'elle va essayer de traduire dans ses premières sculptures qu'elle va appeler ses sculptures de table. Et puis cette monumentalité, on va la retrouver dans les murs qui vont parcourir tout son travail à partir des années 50. Elle disait que New York, c'était comme une grande sculpture. Ce qui va aussi beaucoup l'influencer, mais c'est directement New York aussi, c'est la danse moderne américaine. Donc c'est Martha Graham qui va inventer cette danse moderne dans les années 30 aux États-Unis. Nevelson va pratiquer pendant 20 ans l'eurythmie et donc essayer de trouver son propre centre pour pouvoir libérer son énergie créatrice. On va le retrouver chez Graham dans cette célèbre technique de contract and release, de concentration de l'énergie et de libération de l'énergie. Et c'est vraiment ce mouvement qu'on voit dans un mur comme Shadow and Reflection, où toute l'énergie se retrouve au centre et ensuite qui se déploie comme ça, comme des ondes de projection de part et d'autre de la sculpture. Vous avez jusqu'au 31 août pour faire connaissance avec cet artiste incroyable et découvrir son univers d'ombre et de lumière. Et notez que différentes conférences sont proposées autour de l'exposition pour en savoir encore davantage. Et avant de nous quitter, notez un dernier rendez-vous dans votre agenda puisque le spectacle Phénomène Murmuration est de retour en mode level 2. Murmuration, que l'on doit au danseur, chorégraphe et dessinateur Sadek Beraba, dont vous avez sûrement déjà apprécié les chorégraphies
géométriques lors des Victoires de la musique ou encore des JO 2024. Sadek Berraba, qui est originaire de Forbach, et qui collabore aujourd'hui avec Shakira, les Black Eyed Peas. Il cumule des millions de vues sur les réseaux. Avec Murmuration Level 2, il mêle à nouveau hip-hop, arts martiaux, danse contemporaine, ballet et dessin, rien que ça. Sur scène, près d'une 50aine de danseurs qui performent pour livrer des tableaux de toute beauté, dont certains d'ailleurs rappellent parfois l'envol des étourneaux. Vous allez pouvoir découvrir Murmuration Level 2 de Sadek Berraba au Galaxy d'Amnéville le vendredi 10 avril. Prenez vite vos places pour vivre un moment pas comme les autres. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, émerveillez-vous et abonnez-vous à la boîte à malice sur Instagram et sur YouTube. Allez, bye bye. What is a boîte à malice? What is a box? What is a boîte à malice? Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.